quelque part, ou alors, non, c'est moi qui ai peu. Tout va bien. Bonjour, bonjour à tous deux, Monsieur le Président, Monsieur, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous reprenons aujourd'hui nos travaux en recevant Monsieur Hugues Périnet-Marquet et Monsieur Jean-Marc Roux. Monsieur Périnet-Marquet, vous êtes professeur émérite à l'Université Panthéon-Assas en droit de l'immobilier, de la construction et de l'urbanisme et êtes l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à ces sujets. Vous présidez par ailleurs le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, organe représentatif de la profession immobilière, ainsi que l'Association française de droit de la construction et de l'immobilier. Entre 2015 et 2019, vous avez également dirigé le groupe de travail sur la réforme du droit de la copropriété de la Chambre nationale des experts en copropriété. Monsieur Jean-Marc Roux, vous êtes pour votre part docteur en droit, maître de conférences au sein de l'Université d'Aix-Marseille et avez contribué à la rédaction du Code de la copropriété commentée. Vous dirigez l'Institut de formation et de recherche sur l'évaluation immobilière d'Aix-en-Provence et êtes à la tête des collections Edilex. Nous nous réjouissons de pouvoir vous entendre aujourd'hui dans le cadre de cette audition commune afin que vous puissiez nous faire bénéficier de votre expertise et votre connaissance du droit des copropriétés qui permettront d'éclairer et d'affiner les travaux de notre commission d'enquête. En particulier, votre audition doit nous permettre de mieux appréhender le cadre juridique complexe s'appliquant aux copropriétés dégradées, cadre qui, je le rappelle, sera de nouveau mis à jour par le projet de loi Habitat dégradé, dont je suis la rapporteure, et qui sera, je l'espère, définitivement adopté la semaine prochaine. Monsieur Périnet-Marquet, en votre qualité de président du GRECO, vous avez mené une réflexion approfondie sur la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et des immeubles bâtis. Selon vous, dans quelle mesure ce texte est-il aujourd'hui encore adapté pour faire face aux dynamiques que nous observons s'agissant de la paupérisation des copropriétés ? Monsieur Roux, vous êtes également l'auteur d'un ouvrage intitulé « Prévenir et redresser les copropriétés en difficulté », tout à fait à propos vis-à-vis du périmètre de notre commission d'enquête. Puis-je vous demander quelles mesures pourraient, selon vous, venir renforcer les outils de détection, de prévention et de traitement face à la dégradation de la situation des copropriétés ? Je m'interroge également sur la capacité de nos outils juridiques actuels à prendre en compte la pluralité de réalités que recoupe le terme copropriété dégradée. Comme le soulignait ma collègue rapporteure Marianne Margaté la semaine passée, une part grandissante des copropriétés dégradées sont aujourd'hui des petites structures. Le droit actuel accompagne-t-il suffisamment ces copropriétés ? Enfin, vous avez l'un et l'autre souligné à maintes reprises dans le cadre de vos travaux le phénomène de complexification du droit de la copropriété, notamment en raison des nombreuses réformes et textes additionnels depuis 1965. Est-il selon vous possible de le simplifier afin de le rendre plus accessible pour toutes les parties prenantes, sans en perdre ni la pertinence ni l'efficacité ? Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions et pour un propos introductif d'environ 15 minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct, est en différé sur le site internet et sur les réseaux sociaux du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Merci. Messieurs, vous avez maintenant la parole. Je vous laisse commencer peut-être, Monsieur Périnet-Marquet. Oui. Merci Madame la Présidente. Donc je précise ici que je parlerai évidemment au nom personnel, pas au nom du président du CNTGI, dans la mesure où les opinions au sein du CNTGI peuvent être variées. D'ailleurs, vous avez reçu des membres du CNTGI hier avec les représentants des consommateurs et des locataires, et vous en recevrez d'autres tout à l'heure après nous. Donc je parlerai en mon nom personnel. J'ai essayé de, à
travers les questions que vous m'avez adressées, de préparer un petit propos liminaire sur quelques points. Et vous avez commencé, Madame la Présidente, par la question finalement de la définition. Et je crois qu'effectivement, c'est peut-être une des difficultés actuelles de la complexité de cette réglementation. Parce que on parle de copropriété dégradée, mais dans le projet de loi, on parle immédiatement, dans l'exposé des motifs, de copropriété en difficulté. On parle de copropriété ou d'ensemble immobilier indigne, d'indécent, et tout cela se mélange un peu. J'en ai pour preuve un mail qui est arrivé sur ma boîte du ministère de l'économie, vous savez qu'on reçoit tous, et il y avait quelque chose sur ma prime logement décent aujourd'hui. Et on dit, cette prime logement décent est une nouvelle aide proposée par l'ANA. Elle vise, en remplacement de deux dispositifs, à lutter contre l'habitat indigne. Donc déjà, vous voyez, logement décent, habitat indigne, et après on nous dit que c'est fait pour mettre en état un logement très dégradé. Donc il y a un certain nombre de mots qui sont utilisés et dont il faudrait, je crois, un petit peu mieux définir le sens. Et personnellement, je pense que quand on parle de dégradation, on vise un bien. Quand on parle de difficulté, on parle de la personne morale. Donc il ne faut pas parler de copropriété en difficulté, à mon avis, mais de copropriété en difficulté, c'est copropriété en difficulté, générant évidemment des immeubles qui se dégradent, et donc une copropriété dégradée, mais au sens des biens qui la composent. Donc je crois que ce serait utile d'aller en ce sens. La question des copropriétés dégradées sur l'alerte, puisque c'est une question qui peut se poser, est-ce qu'aujourd'hui elle est suffisante? Est-ce que les seuils sont suffisants? On peut effectivement discuter, mais je pense que si on regarde ce qui a été mis dans la loi et ce qui va être rajouté dans la loi à laquelle vous faites allusion et qui va être votée bientôt, on a quand même un élargissement non négligeable des copropriétés en difficulté, puisqu'on va avoir les copropriétés sans syndic, les copropriétés qui n'ont pas statué sur leur compte depuis 2 ans, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et je crois que dans un premier temps, au moins ce sera utile d'attendre un petit peu pour voir comment cette loi se concrétisera, pour voir s'il y a besoin d'autres réformes par la suite. Je voudrais faire aussi quelques remarques sur l'origine du problème, parce que je crois que c'est quand même une question fondamentale. Mon sentiment, c'est que c'est plus un problème qui est économique, peut-être technique, que vraiment juridique. Alors bien sûr, chaque cas est particulier, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit d'abord des problèmes de gouvernance qui créent les difficultés des copropriétés. Une copropriété en difficulté, c'est une copropriété dont les copropriétaires sont en difficulté, malheureusement. Et je dis malheureusement parce que c'est beaucoup plus difficile de redresser une copropriété dont les copropriétaires sont en difficulté, parce qu'il faut s'attacher à chacun des cas, que de revoir un problème de gouvernance. Revoir un problème de gouvernance, ça se fait finalement sans trop de difficultés. Et donc, on a cet élément à voir avec un autre élément qui se combine au premier, c'est que souvent, par le passé, on a poussé des acquéreurs un peu fragiles à acheter, en considérant que finalement la propriété était la clé du bonheur immobilier. Et donc, ils ont suivi, ils ont acheté, sans se rendre compte qu'ils étaient à la limite de leur capacité, sans avoir bien pris en compte ce que voulait dire d'être copropriétaire. Et en plus, ils ont souvent acheté des immeubles qui, pour des raisons faciles à comprendre, étaient des immeubles pas trop chers, donc dont la qualité technique n'était pas parfaite. Et ce qui fait qu'on a une espèce de double peine. On a les acquéreurs les plus fragiles qui se trouvent dans les immeubles les plus fragiles. Et donc évidemment, cette conjonction des deux phénomènes fait qu'on a des copropriétés en difficulté qui vont être d'autant plus difficiles à redresser qu'il faudra à la fois redresser la finance des copropriétaires et puis faire des travaux dans des immeubles qui seront évidemment plus importants que si on était dans un haussmannien parisien. Et quand on regarde les statistiques de l'ANA, c'est évidemment très intéressant de voir ces statistiques de l'ANA, on les a au 31 décembre 2023, donc vraiment toutes récentes, et on regarde et on s'aperçoit que
les copropriétés qui ont le plus de dettes. Et ils ont très bien fait des tableaux avec notamment les copropriétés où les dettes sont supérieures à 50% des sommes. Eh bien, on s'aperçoit par exemple que dans la région parisienne, on les trouve où? Seine-Saint-Denis, Val d'Oise, Val-de-Marne. Donc en réalité, la copropriété en difficulté, c'est des copropriétaires en difficulté et qui se connectent comme ça. D'où, je dirais, certaines conséquences de cet état de fait. La première conséquence, c'est que je suis intimement persuadé que le droit ne peut pas être la solution unique et peut-être même pas la solution principale. Car on a parfois une tendance à dire on n'a pas d'argent, donc on va faire une loi, au moins ça sera quelque chose. Ben oui, mais si le problème est d'abord un problème économique, on peut faire toutes les modifications législatives que l'on veut, ça ne changera pas grand-chose. Parce qu'il faut regarder cet aspect économique. Alors en plus, j'attire votre attention sur un fait qui me préoccupe pas mal sur la question. C'est que copropriété en difficulté, c'est l'inadéquation entre les ressources de ceux qui sont dans les immeubles, des copropriétaires, et les charges qu'ils ont à payer. Ces charges, elles ont évidemment normalement augmenté, mais peut-être plus qu'ils n'avaient pensé. Mais nous sommes aujourd'hui devant peut-être une bombe sociale ou un mur de la dette. Il ne faut pas oublier en effet que ces copropriétés dégradées, elles vont devoir, comme tous les immeubles, être mis aux normes qui sont écologiques. Les immeubles devront être verdis et le coût de mise aux normes de ces immeubles est un coût très important. Les chiffres que l'on trouve, c'est de l'ordre de 30 000, 40 000 euros par logement. Donc vous voyez très bien la situation dans une copropriété où les copropriétaires sont fragiles. Ils ont déjà du mal à payer leurs charges. Et on va leur dire, voilà, vous avez 30 000 euros de plus à payer. Alors bien sûr, avec la loi que vous allez faire voter, il y aura peut-être un prêt sur 10 ans. Mais ça fait quand même 3 000 euros, même un peu plus, 3 500 euros à sortir tous les ans. Donc on va rajouter des charges. Et j'ai peur que finalement tout le travail de redressement des copropriétés qui est en train de se faire ne se heurte à cette difficulté-là. Alors je crois que le gouvernement a bien compris la difficulté. Alors il est pris un petit peu entre ici le marteau et l'enclume, parce qu'il y a à la fois l'exigence écologique qui est tout à fait réelle, et puis en même temps la nécessité de prendre en compte l'aspect social des choses. Et vous avez vu que la première marche a été descendue sur les logements de moins de 40 mètres carrés, où on a changé les normes. Et j'ai entendu avant-hier Madame la ministre Rachida Dati disant que pour les immeubles anciens, il y aurait aussi un autre régime. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'on partira les immeubles anciens, mais on voit bien qu'on descend une deuxième marche. On parle beaucoup des marchands de sommeil. Je ne suis pas certain que ce soit la cause principale des copropriétés dégradées. En fait, le marchand de sommeil, je le vois plutôt, mais vous savez, des praticiens qui vous diront peut-être le contraire, moi je le vois plutôt comme un vautour qui repère ses proies et qui repère comme proie la copropriété dégradée. C'est parce que la copropriété dégradée qu'il y va. Alors évidemment, le fait qu'il y soit ensuite n'arrange rien, c'est évident, mais on ne voit pas beaucoup de marchands de sommeil dans les copropriétés qui se portent bien. On voit plutôt des marchands de tourisme qui vont acheter pour faire du Airbnb, mais ça, c'est un autre problème. Le rôle du syndic. C'est évidemment une question fondamentale parce que le syndic est vu de manière tout à fait juste comme l'homme orchestre de la copropriété, et j'ai vu que l'on voulait qu'il soit celui qui soit le référent, par exemple, justement, de la performance écologique, etc. Et si donc, évidemment, les choses ne marchent pas bien, on en fait facilement aussi le bouc émissaire des difficultés. Je ferai des remarques là-dessus. En lisant les statistiques de l'ANA, je les avais déjà vues il y a plusieurs années, mais j'ai revu là vraiment récemment, et j'ai été quand même très surpris d'un chiffre. Ils indiquent qu'il y a 577 000 copropriétés, il y en a 213 000 sans syndic. Je dis bien sans syndic,
pas avec un syndic bénévole. Donc, c'est une question qui est une vraie question, sachant qu'elle ne concerne pas, comme on pourrait le croire, que des toutes petites copropriétés. Parce que je dirais, bon, si c'était des copropriétés de Saint-Lô, qui n'est pas de syndic, ça va. Dans les chiffres que vous avez donc dans ce registre, sur les copropriétés de 50 à 200 lots, donc quand même des grandes copropriétés, il y en a 12 000 sur 57 000 qui n'ont pas de syndic. Donc, si on veut faire reposer la politique d'éradication des copropriétés en difficulté sur le seul syndic, il faut déjà s'assurer qu'il y a des syndics partout. Parce que s'il n'y a pas de syndic, ce n'est même pas la peine de commencer. Et je dirais, comment est-ce qu'on va faire justement l'un des nouveaux critères de la copropriété en difficulté, c'est le fait qu'elle n'ait pas de syndic. Mais vous voyez tout de suite avec ces chiffres le gonflement considérable qu'il va y avoir des copropriétés en difficulté. Donc ça ne voudra pas dire que les immeubles sont devenus dégradés d'un coup, que les copropriétaires se sont appauvrés d'un coup. Ça voudra dire tout simplement qu'on a changé les critères et qu'on a maintenant des copropriétés sans syndic qui rentrent dans cette catégorie. Ça, c'est ma première remarque qu'il faudra prendre en compte. La deuxième remarque, c'est que donc, le syndic, très légitimement, on veut qu'il soit effectivement cet homme orchestre de la copropriété. On veut lui faire de plus en plus de choses. Et dans la loi que vous portez, il y a de nouvelles contraintes pour le syndic. Je me pose la question de savoir si cette volonté de donner toujours plus de rôle du syndic est cohérente avec les projets dont j'ai entendu parler du côté du ministère de l'économie qui veulent déréglementer les syndics. Est-ce qu'on peut avoir des syndics toujours chargés de tâches nouvelles, plus nouvelles, dont on peut penser qu'ils devront donc être plus compétents, et dire en même temps, eh bien, on déréglemente. Et j'espère en tous les cas que la déréglementation n'ira pas jusqu'à une déréglementation financière et qu'il y aura toujours une garantie financière, parce que là, ce serait vraiment dramatique. Et j'en parle en connaissance de cause, mon syndic a fait faillite. Ça m'arrive dans mon immeuble. Et ça s'est très bien passé parce que je ne suis pas dans une copropriété en difficulté. Et pour ne rien vous cacher d'un petit détail technique, on s'est aperçu 3 mois après que la prime d'assurance de l'immeuble n'avait pas été payée. Comment on a fait? Eh bien, les membres du conseil syndical se sont cotisés et ont payé eux-mêmes directement la prime. On s'est fait rembourser après. Mais ça, parce que, je dirais, on est une copropriété que pas en difficulté. Imaginez la même chose dans une copropriété en difficulté où il n'y aurait plus d'éléments financiers, ce serait évidemment assez dangereux. Sur les règles de majorité, maintenant, c'est aussi un débat récurrent où on pense toujours que les majorités actuelles sont une source considérable de problèmes parce qu'elles bloqueraient des décisions importantes de la copropriété. Moi, je suis assez réservé par rapport à cet angle d'attaque parce que, d'une part, les copropriétés en difficulté, je l'ai dit, ne sont pas majoritairement en difficulté à cause de problèmes de gouvernance. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de majorité. Alors bien sûr, il y en a, il y a toujours des cas, mais enfin, ces cas se résolvent. Et puis surtout, c'est que le législateur, depuis 1965, n'a pas arrêté loi après loi de baisser les majorités. Et on en est aujourd'hui à une situation où finalement, on peut prendre des décisions importantes à la majorité simple des présents. Donc, et dans la loi qui va être bientôt votée, vous avez même remis en vigueur la position initiale où même si on n'a pas le tiers des voix, on peut réunir l'Assemblée générale. Bon, donc vraiment, le tiers des voix. Je ne vois pas comment on peut aller beaucoup plus loin. Et je pense que ce serait peut-être dangereux d'aller plus loin parce que si on réfléchit, statistiquement, il y a à peu près 30 à 40% d'absentéisme dans les copropriétés. Donc, en réalité, quand le législateur a dit il faut qu'il y ait au moins un tiers des voix pour qu'on puisse revoter la majorité de l'article 24, un tiers des voix, quand vous avez enlevé 30 à 40%, ça fait la moitié. Donc, en réalité, il y a à peu près la moitié des présents qui ont voté pour, et donc on revote à la moitié des présents.
c'est très bien. Mais ça veut dire donc que dans une copropriété, je vais avoir des décisions qui vont être prises par 35-40% des gens. C'est formidable, on regarde l'efficacité de la gouvernance. Mais imaginons que les autres qui n'ont pas voté, donc les minoritaires, qui sont en fait majoritaires en nombre, s'ils n'ont pas voté ou s'ils ont voté contre, c'est tout simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord et parce qu'ils ne pouvaient pas payer. Voilà. Eh bien, ils vont se retrouver confrontés à une décision qui va leur imposer de sortir un argent qu'ils n'ont pas. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas, de ce point de vue-là, une sorte de dictature des minorités implicites, à vouloir toujours aller en avant sur les majorités. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut les remonter, mais en tous les cas, je suis un peu perplexe là-dessus. Maintenant, pour terminer, le projet de loi Habiter et Dégrader que vous avez porté, moi j'ai un regard plutôt positif sur bien des points. Je crois qu'effectivement il y a des mesures qui s'avéraient nécessaires, le prêt collectif en est un, et ça c'est vraiment très bien, à condition que les banques jouent le jeu, parce que là encore, le droit est une chose, l'économie en est une autre. Je suis aussi tout à fait favorable à la possibilité de prolonger l'expropriation des parties communes et à la possibilité d'acquérir les parties communes, même si ça va faire des copropriétés très bizarres, puisqu'on aura des lots où il n'y aura plus que des parties privatives, mais pourquoi pas, je trouve que c'est bien. Et puis, que l'expropriation soit facilitée à plusieurs égards est aussi, je crois, une bonne chose, parce que malheureusement, c'est souvent la seule solution. Alors, ce qui m'interroge un peu plus, la première chose, c'est, je reviens, Madame la Présidente, à ce que vous disiez tout à l'heure, sur la complexification. Je suis effectivement très sensible à cette question en tant que juriste, parce que je m'aperçois que, malheureusement, qui trop m'embrasse mal les trains, et qu'il y a une espèce de fuite en avant irréversible vers toujours plus de textes. Je me suis amusé à compter, avant de venir, les textes actuels sur les copropriétés en difficulté, les articles. Il y en a 40 en gros, si on additionne les 29 suivants, et puis ce qui est dans le code de la construction à 615, ça fait à peu près 40 articles. J'ai regardé combien il y avait d'articles dans le projet de loi qui va être voté, et je ne parle pas des articles modifiés, je parle des nouveaux articles touchant à cela, il y en a à peu près aussi 40. Donc, mine de rien, sur un texte qui paraît au départ, c'est une petite proposition de loi, on a multiplié par 2 le nombre de textes. Multiplié par 2, est-ce qu'on aura multiplié par 2, je dirais, l'efficacité du dispositif? Ça reste à voir. Et je pense que le risque, c'est de vouloir presque trop bien faire. Parce qu'on a quelques dispositions qui sont par exemple un peu redondantes. L480-1 du Code de l'urbanisme sur, vous savez, la possibilité, en dehors de toute action civile ou pénale, qu'un maire puisse demander la démolition. C'est mis dans le texte, mais c'est mis dans le texte avec des limites précises. Or, dans un arrêt du 22 décembre 2022, le Conseil d'État avait considéré que la démolition était possible sans condition. Donc finalement, en croyant bien faire, je me demande si on ne va pas un petit peu parfois en arrière. De même, c'est une bonne mesure d'avoir un permis de construire où les règles d'urbanisme ne s'appliquent pas pour reloger les gens. Mais quand on regarde bien, il y avait déjà un code de l'urbanisme, un permis précaire, qui était exactement la même chose. Et peut-être que c'est un peu redondant. Et puis, une question aussi que je me pose, c'est sur l'expropriation. Je crois qu'effectivement, c'est la seule possibilité souvent de résoudre les questions. Et cette expropriation, elle profite à qui et elle frappe qui? Là, on dit, et c'est tout à fait compréhensible, on dit, ben voilà, l'immeuble est dégradé, donc on ne va indemniser que l'immeuble dégradé. Est-ce que finalement, on ne referme pas sur certains une trappe à pauvreté? Je m'explique. J'ai acheté un immeuble, un appartement en copropriété il y a 20 ou 30 ans, dans un quartier dont je pouvais penser qu'il serait valorisé. Puis là, c'est pas du tout valorisé, l'immeuble s'est dégradé, mais c'est pas de ma faute si c'est dégradé, c'est parce qu'il y en a qui n'ont pas payé leurs charges, et moi, j'ai rien fait. Et aujourd'hui, on m'exproprie, on me dit, votre immeuble est dégradé, donc voilà, il vaut pratiquement plus rien,
Donc au revoir. Et ben, quand je dis, là, on referme sur moi la trappe aux pauvretés, c'est que je me suis appauvri par ce système. Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'autres solutions, mais il faut être conscient aussi de cet élément-là. Et c'est assez amusant parce que parallèlement, la Cour de cassation a décidé dans 2 arrêts qu'on n'indemnisait plus en matière d'expropriation les constructions illégales. Construction sans permis, vous n'avez pas le droit de construire, donc pas d'indemnisation. Mais là, elle sanctionne une faute. C'est le fait d'avoir construit sans permis ou d'avoir acheté un bien sans permis. Là, il n'y a pas de faute, quoi. Donc voilà, c'est une petite réflexion d'équité qui m'a traversé en lisant cela. Et puis, pour finir, je dirais, quand je lis le nouveau projet, que je compare avec les textes, je me dis quand même qu'il y aurait besoin d'une rationalisation. Alors c'est toujours ce qu'on peut se dire d'ailleurs. Quand on fait des réformes importantes, et là vous avez fait vraiment une réforme importante parce que vous avez multiplié par 2 le nombre de textes. Et il faudra peut-être donc voir un jour comment vous allez rationaliser tout ça. Je prends juste un exemple. Aujourd'hui, qui s'occupe des copropriétés en difficulté? J'ai fait une petite liste. Le syndic, l'administrateur ad hoc, l'administrateur judiciaire, l'administrateur provisoire, c'est pas le même, l'opérateur, le coordonnateur du plan de sauvegarde, l'expert du 615-6, le syndic d'intérêt collectif et le diagnostiqueur structurel. Voilà, j'ai trouvé toutes ces personnes. Bon, ça coûte de l'argent aux copropriétaires, hein, voilà. Et puis 2, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir tout ça? Est-ce que c'est pas rentrer dans une complexité excessive? Donc moi je pense que peut-être qu'un jour, ce qui manque, c'est tout simplement d'avoir un recueil de textes sur la copropriété, un code de la copropriété tout simplement, parce que si on cherche les copropriétés en difficulté aujourd'hui, il faut aller les chercher dans, le code, dans la loi de 65, il faut aller chercher dans le code de la construction, il faut aller chercher dans le code d'expropriation, il faut aller chercher dans le code de la construction, dans le code de l'urbanisme, ça fait quand même beaucoup, quoi. Dans les mesures qui pourraient être prises, ben franchement, en l'état actuel des choses, et compte tenu que j'attends de voir comment votre loi nouvelle va se mettre en place, j'en ai pas beaucoup. J'ai juste 2 idées, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient bonnes, mes idées. Mais je vous les donne quand même. La première, c'est, je me pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas inciter davantage les banquiers, lorsqu'ils donnent des emprunts pour acheter des lots de copropriété, à prendre davantage en compte l'existence des charges actuelles et futures? Sachant que je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que déjà aujourd'hui, on a du mal à avoir des prêts. Donc si on renforce encore les critères de solvabilité, ce qui revient à ça, on va geler un peu plus. Donc il n'y a pas de bonne solution. La deuxième idée, qui est peut-être pas bonne, mais qui me trotte dans la tête quand même, c'est que la Cour de cassation a dit qu'il pouvait parfaitement y avoir la vente, donc l'objet était licite, d'un immeuble sans syndic. Bon, alors heureusement qu'elle a dit ça, parce que vu le nombre d'immeubles sans syndic qu'il y a, c'est énorme. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas ici un moyen en tous les cas, d'être un peu plus, d'avoir un moyen d'action pour qu'il y ait un peu plus de syndics, voilà. Mais là encore, il faut y aller avec beaucoup de prudence, parce que si on disait demain qu'on ne peut pas vendre un immeuble sans syndic, alors là, on referme encore plus la trappe à pauvreté sur ceux qui sont dans ces immeubles, qui n'auraient plus la possibilité de vendre. C'est pour ça que, vous voyez, je suis très méfiant. Voilà, je vais m'arrêter là, si vous permettez. Merci beaucoup pour ces éléments d'ores et déjà apportés. Monsieur Roux, je vous laisse la parole. Merci. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, j'ai bien vu les questions qui m'avaient été posées. J'ai vu également les propositions qui avaient été faites et l'état actuel du projet de réforme. Et j'ai bien entendu écouté avec attention le professeur Perrine-Marquet. Alors, je voudrais revenir 30 secondes sur cette notion que le professeur Perrine-Marquet avait évoquée il y a quelques minutes, à savoir la notion de copropriété dégradée, qui n'est pas effectivement une notion juridique. On ne connaît pas
ce qu'est une copropriété dégradée dans les textes du Code de la construction de l'habitation ou encore la loi du 10 juillet 1965. Ce qui est relativement défini, c'est la copropriété en difficulté, c'est-à-dire que lorsqu'on lit l'article 29.1 de la loi du 10 juillet 65, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un syndicat des copropriétaires dont l'équilibre financier est gravement compromis ou qui n'est pas en mesure d'assurer la conservation de l'immeuble. Ce qui va se rapprocher le plus peut-être de la notion de copropriété dégradée au sens du projet que vous soutenez, c'est ce qui, dans la loi de 65, figure à l'article 29.11, c'est-à-dire une copropriété qui va pouvoir faire l'objet d'une administration provisoire renforcée, c'est-à-dire d'une copropriété qui va non seulement avoir un taux de dette considérable, mais également qui va supposer la réalisation de travaux excessivement lourds, ce qui va supposer justement le recours non seulement à un administrateur provisoire de l'article 29.1, mais également à un opérateur de travaux pour faire en sorte justement de réaliser ces travaux qui sont d'une ampleur considérable. On a plusieurs millions d'euros régulièrement qui sont mis en avant pour justement justifier ce type de procédure particulière. Donc voilà ce qui se rapproche le plus peut-être de ce qu'on appellerait une copropriété dégradée. On ne connaît juridiquement, en tout cas dans la loi de 65, s'agissant de la copropriété, que des syndicats de copropriétaires en difficulté et non pas de copropriété dégradée. Je rappelle rapidement, pour essayer de synthétiser mon propos, d'essayer de répondre à un maximum de questions que vous m'avez posées à travers le questionnaire que vous m'avez fait parvenir et également à travers les questions que vous avez posées en début de cette réunion. Je vous rappelle qu'il y a, en dehors du dispositif qui figure dans le Code de la construction et de l'habitation, qui concerne notamment la procédure de carence avec l'expropriation, mais là c'est la mort de la copropriété, on arrive après la bataille et finalement on est obligé de constater l'échec de la possibilité pour un syndicat des copropriétaires de gérer correctement un immeuble. Mais s'agissant de la loi 65 en matière de copropriété et de copropriété en difficulté, vous le savez, nous avons deux régimes particuliers. Un régime qui concerne les copropriétés qu'on va appeler fragiles, qui a été instauré par la loi Moll en 2009 et qui a consisté, et je vais y revenir, à tirer la sonnette d'alarme, à faire en sorte qu'on agisse suffisamment en amont pour permettre d'éviter qu'une copropriété ne tombe dans la dégradation, ne tombe dans la difficulté importante. Et puis ensuite, vous avez le mécanisme d'origine, celui de 1994, qui a été réformé en 2000, puis dans le dernier état de la législation, en tout cas globale que l'on connaît par la loi Allure, la copropriété en difficulté avec un régime d'administration provisoire au titre des articles 29.1 et suivants, avec la désignation d'une personne, je vais y revenir, qui va être en charge de la gestion au quotidien de la copropriété et du redressement finalement de cette copropriété. Alors pour essayer de répondre à vos questions, et j'écouterai bien entendu celles que vous aurez par la suite, j'ai bien vu les propositions qui sont portées par le projet. Deux axes généraux ont été identifiés, à savoir dans un premier temps, et je parlerai des propositions également que je pourrais suggérer ou dont je me ferai l'écho puisque j'ai évoqué ces questions-là assez régulièrement depuis plusieurs années avec des praticiens, les pistes de réflexion également qu'on pourrait aussi imaginer. Deux axes identifiés s'agissant des copropriétés en pré-difficulté ou en pré-difficulté. Alors d'abord le mandat ad hoc. Le mandat ad hoc, un chiffre, j'ai consulté le rapport, qui est je crois le dernier rapport en date rendu par la chancellerie sur le contentieux de la copropriété, 34. 34, c'est le nombre de demandes faites devant les juridictions en 2017 pour faire en sorte de désigner un mandataire ad hoc. Dans le même temps, lorsqu'on consulte le rapport de l'ANA, le rapport notamment de 2022, on s'aperçoit que 128 551 syndicats des copropriétaires avaient un taux d'impayés qui dépassait 31%. Vous voyez le gap entre les deux, c'est-à-dire que le mandat ad hoc aujourd'hui est très peu utilisé. Alors, on peut discuter des questions et des raisons qui font que ce mandat ad hoc ne soit pas utilisé. Vous avez fait en sorte, dans le cas du projet, de permettre une multiplication des hypothèses dans lesquelles le mandat ad hoc va être utilisé. Vous savez que jusqu'à présent, il n'y a qu'un critère, qui est purement un critère financier, 25% d'impayés ou 15% dans les copropriétés de plus de 200 lots, qui déclenche la procédure de mandat ad hoc.
Alors déjà, lorsque vous discutez avec les syndics de copropriété, ils vont vous dire que c'est assez régulier qu'un syndicat des copropriétaires ait ce type d'endettement, non pas parce que les copropriétés vont mal, mais parce qu'à un instant T, on va avoir, pour différentes raisons, des raisons d'empêchement ponctuel de certains copropriétaires, des raisons liées à des travaux qui n'ont pas été réglés, un taux d'impayé de 25%. Il peut y avoir également des effets pervers, en ce sens que, vous le savez, dès lors qu'un mandat ad hoc est déclenché dans le cadre d'une copropriété, il va falloir informer non seulement le registre national des copropriétés, il va falloir également faire en sorte de signaler dans les annonces relatives à la vente de l'eau dans ces copropriétés qu'il y a un mandat ad hoc, ce qui va faire fuir concrètement les personnes, ou en tout cas les faire s'interroger sur la pertinence de savoir s'ils vont acheter dans telle ou telle copropriété. Donc le caractère automatique de ce critère unique pose déjà une difficulté, d'où la prévision qui a été introduite dans le projet visant à tenir compte également de l'absence de vote de l'Assemblée générale sur l'approbation des comptes. C'est une bonne possibilité, c'est un indice qui me semble également pertinent dans cette hypothèse-là, puisque ça montre qu'il y a une difficulté dans la gestion comptable et financière de la copropriété. Il y a d'autres possibilités, il y a d'autres pistes qu'on pourrait explorer, par exemple le fait qu'on ait un taux d'absentéisme important au sein des assemblées générales, le fait également que certaines décisions relatives notamment à des travaux d'entretien ou des travaux de rénovation énergétique ne puissent pas être adoptées dans le cadre de la copropriété. Ça pourrait être des critères, cumulatifs ou pas, avec les critères proposés, qui font en sorte d'attirer l'attention, en tout cas des pouvoirs publics, d'attirer l'attention également du juge sur certains aspects particuliers d'une gestion qui pourrait être un petit peu difficile au sein des copropriétés. Autre piste d'amélioration envisageable, je vous livre le fruit de mes propres réflexions, c'est tout d'abord l'efficacité de l'intervention du mandataire ad hoc. On nous dit que ce mandataire ad hoc va dresser un rapport qui va faire état de préconisations, et ces préconisations vont être mises à l'ordre du jour de l'Assemblée générale par le syndic, et on permet à l'Assemblée générale de voter ces préconisations. Alors, sauf erreur de ma part, il ne me semble pas que ces préconisations soient obligatoires, en ce sens que les copropriétaires ont toujours la main. L'Assemblée générale est toujours souveraine pour adopter ou pas les préconisations du mandataire ad hoc, ce qui veut dire que si les copropriétaires n'ont pas envie de voter les propositions qui ont été réalisées par le mandataire ad hoc, ils pourront tout à fait faire en sorte de les reporter sine die. Est-ce qu'il ne serait pas peut-être intéressant de signaler que certaines préconisations devront être adoptées par l'Assemblée générale, l'Assemblée générale ne votant que les modalités de réalisation de ces préconisations et non pas la préconisation elle-même, la décision elle-même qui est à l'origine de la volonté du mandataire ad hoc de faire en sorte que ça aille mieux. Peut-être aussi, autre piste, et c'est aussi un petit peu dans l'air du temps, c'est le fait que la loi de 1965, l'article 29.1b de mémoire, fait en sorte d'indiquer dans le rapport rendu par le mandataire ad hoc les actions de négociation et les actions de médiation qu'il a pu mener. Pourquoi ne pas prévoir dès le départ que le mandataire ad hoc sera chargé, dans le cadre de sa mission, d'opérer ces opérations de médiation, de l'obliger, en tout cas de faire en sorte qu'il y ait un mécanisme de médiation, négociation avec les créanciers du syndicat des copropriétaires pour faire en sorte qu'on puisse s'entendre sur des délais de paiement, sur des atermoiements de la dette, faire en sorte de faire participer les créanciers du syndicat des copropriétaires et permettre aussi, par une voie douce, extrajudiciaire, de résoudre un certain nombre de difficultés. Le deuxième axe, si j'ai bien vu le décret, c'est renforcer, d'améliorer le régime de l'administration provisoire des articles 29.1 et suivants de la loi de 1965. Alors, certains ont été soulignés d'ailleurs par Hugues Perrier-Marquis il y a quelques minutes. La première chose, l'imputation des frais de l'administrateur provisoire au syndic de copropriété, on l'a déjà évoqué, je sais que vous l'avez déjà entendu également par d'autres personnes qui sont venues devant vous pour expliquer ce qu'ils pensaient de cette proposition. On s'aperçoit en pratique que oui, dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, le syndic de copropriété a tardé avant de déclencher la procédure, et ce n'est qu'au moment
où le syndic de copropriété va mettre en œuvre, parce que c'est lui qui en pratique le fait, la procédure d'administration provisoire, ben c'est trop tard. J'en veux pour preuve que, là encore, sur le fondement du rapport qui a été rendu par la chancellerie en 2017, lorsqu'on s'aperçoit du nombre de demandes en justice qui sont faites en vue de désigner un administrateur provisoire, et qu'on voit notamment la proportion, parmi ces demandes, il y en a environ un peu moins de 900 en 2017, la proportion d'actions mises en œuvre par le syndic de copropriété, c'est la très très grande majorité. C'est aux alentours de 6 ou 700. Ça veut dire que c'est le syndic lui-même qui va dire attention, là j'y arrive plus. Mais est-ce qu'il n'a pas tardé à déclencher la procédure d'alerte? Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il n'est pas allé trop loin? Est-ce qu'il n'a pas été négligent? Il faut savoir que la jurisprudence, aujourd'hui, notamment les juges du fond, principalement la Cour de Paris et d'autres cours d'appel qui connaissent de ce type de contentieux, admettent la condamnation du syndic de copropriété à des dommages et intérêts pour être à l'origine des difficultés connues par le syndicat des copropriétaires. C'est quelque chose que l'on voit assez régulièrement demandé en justice et qui est assez régulièrement accordé par notamment un certain nombre de cours d'appel. Ce serait en quelque sorte officialiser le fait que, oui, le texte prévoit qu'il faut le demander, le texte prévoit que le juge a bien entendu la possibilité d'entendre les intéressés et aussi qu'il est libre de la décision de condamner le syndic de copropriété. Mais ça me semble être dans le droit fil de la réalité à la fois juridique et pratique que l'on connaît aujourd'hui. L'insaisissabilité des sommes versées au profit du syndicat des copropriétaires pour son redressement, notamment le fait qu'elles soient portées à la Caisse des dépôts et consignations, me semble être une mesure de bonne administration. L'introduction d'un nouvel acteur, je dis nouvel acteur parce que, pardonnez-moi, mais je ne sais pas trop comment le situer dans le paysage actuel du droit de la copropriété en difficulté, le syndic d'intérêt collectif. Si je me réfère aux dispositions qui ont été discutées devant les chambres, on nous dit qu'il a deux types d'intervention, on lui donne deux types de rôles. On vous dit qu'il s'agit d'une personne, je reprends les termes, présumée compétente pour gérer la copropriété, les copropriétés dans lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné. Alors, pardonnez-moi, mais quel est son rôle? Est-ce qu'on doit considérer qu'il va être désigné en tant que syndic de copropriété dans le cadre d'une copropriété avec un mandataire ad hoc? Ça ne me semble pas être le cas. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui va accompagner le syndic mais il y a déjà un mandataire ad hoc? Est-ce qu'il est le mandataire ad hoc? J'ai du mal à comprendre la place de ce syndic d'intérêt collectif dans le cadre d'une procédure 29.1a, c'est-à-dire lorsqu'il y a un mandataire ad hoc. Est-ce qu'on va parler d'une gestion bicéphale? On parle de gérer les copropriétés pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné. Est-ce qu'on va avoir un syndic et un syndic classique et un syndic d'intérêt collectif? J'ai du mal à percevoir la correspondance entre la présence de ce syndic d'intérêt collectif et la gestion du syndicat des copropriétaires. En revanche, pour la désignation d'un syndic collectif à la demande de l'administrateur provisoire 29.1, là, j'ai tendance à penser qu'il s'agit d'une assistance. Il s'agit pour le syndic d'intérêt collectif de faire en sorte d'accompagner l'administrateur provisoire, c'est-à-dire de l'aider au quotidien, ce que font d'ailleurs en pratique ce que demande un certain nombre d'administrateurs provisoires désignés au sens de l'article 29.1 de la loi de 1965. Alors attention, Hugues Pérennet-Marquet tout à l'heure évoquait la multiplication des intervenants. Moi, j'aurais tendance à dire aussi que dans ce cas-là, il faudra faire attention à ce que l'intervention de ce syndic d'intérêt collectif ne soit pas un motif d'alourdissement encore des finances d'un syndicat des copropriétaires qui, par définition, est très souvent obéré. Donc, faire en sorte de savoir dans quel cadre cette rémunération pourrait intervenir. Et si vous me permettez, d'autres mesures ou d'autres réflexions sur le régime qui pourrait être le régime futur de la copropriété en difficulté ou la pertinence du régime actuel. Tout d'abord, les prérogatives de l'administrateur provisoire. Alors, je n'ai rien vu là-dessus dans le projet. On sait qu'aujourd'hui, la jurisprudence nous dit que les prérogatives de cet administrateur provisoire, qui, vous le savez, va cumuler les fonctions de décision au sein de l'Assemblée générale, au sein du syndicat, il va avoir les pouvoirs de l'Assemblée générale et en même temps, il va exécuter les décisions. C'est-à-dire qu'il va avoir à la fois ce qu'on peut appeler le pouvoir
législatif et le pouvoir exécutif au sein du syndicat des copropriétaires. La jurisprudence nous dit aujourd'hui, la Cour de cassation est bien fixée sur sa manière d'appréhender les décisions du syndicat. On a encore un arrêt de janvier 2024 sur ce thème-là. Les décisions de l'administrateur provisoire ne sont pas susceptibles de recours. L'administrateur provisoire exerce ses fonctions sous le contrôle du juge. Il est tout à fait possible d'en référer au président du tribunal judiciaire, mais les décisions sont insusceptibles de recours. Je me dis, pourquoi ne pas le mettre directement dans la loi de 1965 ? Il s'agit de procédures exceptionnelles. On a beaucoup discuté sur cet aspect-là. On a un tiers qui va gérer le syndicat des copropriétaires en difficulté. Il y a des mesures exorbitantes du droit commun, de par ses pouvoirs notamment, de par les prérogatives qu'il va avoir également à l'égard des créanciers du syndicat des copropriétaires. Pourquoi ne pas aller au bout du processus et dire noir sur blanc dans les textes que les décisions de cet administrateur provisoire seront insusceptibles de contestation devant un juge. Un aspect un peu plus pratique aussi, pour en parler régulièrement avec des administrateurs provisoires, sur la durée du plan d'appurement des dettes qui est prévu, qui est une initiative d'ailleurs de la loi ALUR, qui a été mise en place parce qu'on a rapproché, vous le savez, le régime des copropriétés en difficulté du régime des entreprises en difficulté. On peut parler aujourd'hui de redressement, on peut parler presque de procédure collective du syndicat des copropriétaires, sauf que quand il s'agit d'une copropriété qui est en grande difficulté, notamment une copropriété dégradée, au sens où on l'entend dans le cas du projet notamment, on a une durée du plan qui ne me semble pas adaptée, dans la mesure où on va être sur un temps long. Regardez ce qui se passe pour les grandes copropriétés de la région parisienne qui sont en administration provisoire depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le plan d'appurement aujourd'hui est de 5 ans. Ça me semble insuffisant. Et faire en sorte d'aligner la durée du plan de redressement, du plan d'appurement, sur la durée de 10 ans qu'on connaît notamment en matière commerciale dans le code de commerce, ça me semblerait une bonne possibilité. Alors, on peut demander une prorogation, bien entendu, au juge actuellement, mais le fixer directement à 10 ans pour des copropriétés avec des difficultés, étaler la dette, parce que c'est notamment l'un des points centraux, avec la difficulté dont on a parlé déjà des copropriétaires au sein de ces copropriétés, ça me semble être une mesure qui pourrait aller dans le sens d'un redressement plus étalé des sommes que l'on doit au sein d'un syndicat des copropriétaires. Simplifier peut-être aussi les démarches de l'administrateur provisoire auprès du juge, en ce sens que régulièrement, des administrateurs provisoires indiquent qu'il y a un hiatus entre la nécessité d'agir rapidement pour eux, de demander des mesures assez rapides au président du tribunal judiciaire et la nécessité de recourir à la procédure accélérée au fond. Alors bien entendu, c'est une mesure qui va permettre le respect du contradictoire. Il faut assigner, on va entendre les personnes concernées. La voie de la requête me semblerait, dans certains cas en tout cas, plus pertinente pour faire en sorte que le juge puisse réagir assez rapidement. Je prends un cas très concret, très précis, que j'entends régulièrement auprès des praticiens. C'est la possibilité de demander au juge la prorogation de la suspension de l'exigibilité des sommes qui sont dues par le syndicat des copropriétaires, la suspension également des mesures de poursuite contre le syndicat des copropriétaires. À l'heure actuelle, il faut procéder par voie d'assignation, puisque c'est la procédure accélérée au fond qui va être mise en œuvre d'après les textes. La requête me semblerait aussi une mesure qui permettrait d'agir plus rapidement et de faire en sorte qu'on puisse bénéficier de ces ordonnances du juge plus simplement. Favoriser, alors là, le projet en parle de façon importante, l'étude d'impact également. Dès le départ, on a mis l'accent sur le fait que dans les copropriétés importantes, de dimension importante, très dégradées, l'un des facteurs clés qui a été mis en place d'ailleurs par la loi ALUR et qu'on voudrait, d'après ce que j'ai compris, développer, c'est la restructuration des copropriétés, c'est-à-dire concrètement de faire en sorte de diminuer l'unité de gestion, de faire en sorte qu'on puisse avoir un syndicat des copropriétaires peut-être par bâtiment, ou qu'on ait une gestion par bâtiment. Et vous le savez, il s'agit ici des syndicats secondaires et des divisions du syndicat. On va, je pense, dans le bon sens. C'est quelque chose que j'ai vu en pratique, que j'ai parfois préconisé aussi, et qui fait en sorte d'avoir une copropriété à taille humaine, avec une gestion
qui va être personnalisé et qui va peut-être aussi éviter la généralisation des difficultés à toute la copropriété, alors qu'on pourrait très bien faire en sorte que certains bâtiments, notamment, puissent être gérés et être redressés dans des conditions tout à fait acceptables. Et puis, deux remarques, si vous me le permettez, pour terminer. Hugues Péréné-Marquet a évoqué tout à l'heure l'axe des marchands de sommeil. C'est vrai que ça revient beaucoup dans les questions que vous avez posées. Et effectivement, je ne suis pas persuadé que le marchand de sommeil soit nécessairement à l'origine de cela. En revanche, on l'a dit, c'est un facteur d'aggravation. Et repérer les marchands de sommeil, ça a déjà été le cas grâce au texte issu de la loi Allure, le notaire qui va poser des questions, au syndic. Est-ce que le candidat acquérant ne serait pas déjà copropriétaire au sein de l'immeuble, qui va interroger le casier judiciaire pour savoir si la personne ou ses proches n'auraient pas été condamnés en qualité de marchand de sommeil. Il s'agit de mesures qui sont efficaces. Comment aller plus loin? Signalement par le syndic de copropriété, signalement d'un marchand de sommeil. Pour en discuter de temps en temps avec des syndics, je vous avoue que de temps en temps, ils ont du mal à faire en sorte de pouvoir identifier ces personnes-là. On peut avoir des doutes. On peut faire en sorte de dialoguer avec le conseil syndical qui va connaître un certain nombre de situations spécifiques dans lesquelles on dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Le dernier exemple en date que j'ai vu, c'était dans la région parisienne. On a eu certains membres du conseil syndical dont l'attention a été attirée par la présence de chaussures dans les couloirs des caves d'un immeuble. Tout simplement parce que certaines caves étaient purement et simplement louées à des familles, que ces familles-là se terraient dans la journée et sortaient la nuit. Là, oui, bien entendu, quand on a ce genre de signalement, quand on a ce genre de comportement que l'on connaît au sein d'un immeuble, il est évident que le syndic va pouvoir faire en sorte de signaler cela aux autorités compétentes. Comment aller plus loin? Alors, peut-être faire en sorte que la vente aux enchères soit davantage contrôlée. En ce sens que ce qui va intéresser le marchand de sommeil, c'est d'acheter à bas prix des lots de copropriété pour ensuite pouvoir les louer, vous savez dans quelles conditions. Oui, mais ces lots-là, on va les vendre aux enchères, j'allais dire pour une bouchée de pain, ça va être 20 000, 30 000 euros parfois. Qui va acheter des lots de copropriété comme ça? Ce n'est pas pour les rénover nécessairement. Donc, peut-être qu'un contrôle accru des ventes aux enchères pourrait permettre de repérer davantage, ou en tout cas d'identifier des marchands de sommeil. La dernière remarque que je ferai, pardonnez-moi, j'ai été trop long, c'est à propos du registre national des copropriétés. Vous avez évoqué les pistes d'amélioration également du registre national des copropriétés. Alors, il y en a un certain nombre qui figurent dans le projet, notamment insérer dans les données du registre et faire en sorte qu'il y ait une diffusion de la situation financière du syndicat, effectivement. Ça n'est pas ici le droit positif. Faire en sorte de connaître notamment le taux d'emprunt du syndicat, des copropriétaires, l'existence d'un emprunt, ça pourrait être une piste intéressante. Faire en sorte aussi peut-être, alors ça n'est pas la majorité des copropriétaires en difficulté bien sûr, mais faire en sorte d'immatriculer tous les syndicats de copropriétaires. Si on se penche sur la volonté des pouvoirs publics à l'origine en 2014, lorsqu'on voit l'article L711.1 du CCH qui nous dit qu'il s'agit d'améliorer la connaissance de l'état de copropriété pour les citoyens et les pouvoirs publics. Mais les copropriétés en difficulté peuvent être aussi des copropriétés qui n'ont pas des lots à usage d'habitation. Et c'est quelque chose justement qui passe complètement sous le radar du registre national des copropriétés parce qu'on ne peut immatriculer matériellement. C'est prévu dans les textes, mais on ne peut pas le faire non plus. On ne peut pas immatriculer des copropriétés qui sont composées entièrement de lots à usage autre que d'habitation. Et peut-être aussi faire en sorte de renforcer les contraintes et les sanctions. Je me réfère là encore aux chiffres du rapport de l'ANA en 2022 sur le bilan des copropriétés qui ont été immatriculées. Et seuls, d'après le rapport, 295 000, un peu plus de 295 000 syndicats de copropriétaires fournissent des informations chiffrées susceptibles d'être analysées par les personnes qui pourraient être concernées, le maire, le président de l'EPCI, etc., sur plus de 570 000 syndicats des copropriétaires. Donc ça veut dire que plus de la moitié ne fournit pas d'informations. Est-ce que c'est par méconnaissance? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas de sanction à proprement parler? Il y a une sanction, oui.
le code de la construction et de l'habitation nous dit qu'on aura une mise en demeure qu'il faudra adresser au syndic et que, passé un certain délai, vous aurez une amende de 20 € par lot et par semaine de retard. Est-ce que c'est quelque chose qui va dans le bon sens? Est-ce qu'il ne faudrait pas alourdir les sanctions pour faire en sorte... Et puis, il y a aussi un dernier aspect, et je terminerai par là, c'est la pédagogie. La pédagogie, autant alors pour les copropriétaires eux-mêmes, mais je crois que ça avait été évoqué devant vous, devant cette commission à l'occasion d'autres auditions, améliorer la pédagogie à l'égard des copropriétaires, leurs droits et leurs obligations, mais également peut-être aussi faire en sorte d'informer les syndics de copropriété, alors peut-être pas nécessairement les syndics professionnels qui sont formés dans ce cadre-là, mais les syndics bénévoles. Et il y a, d'après ce que j'ai compris, aussi énormément de syndicats et copropriétaires qui n'étaient pas encore immatriculés, et on a grosso modo une forte propension de ces syndicats de copropriétaires à être gérés par des syndics bénévoles qui n'ont pas conscience de l'obligation non seulement d'immatriculer, mais de fournir chaque année des données qui soient susceptibles d'être exploitées par les personnes concernées. C'était un outil, c'était dans le rapport Braille à l'origine, c'était un outil visant à repérer les copropriétés en difficulté. C'était un outil de recensement tout d'abord et un outil de repérage des copropriétés pour faire en sorte qu'il y ait, et je termine mon propos par le début de mon intervention, repérer les copropriétaires en amont qui pourraient avoir des difficultés pour faire en sorte de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup pour d'ores et déjà tous ces éléments apportés. Avant de donner la parole à Madame la rapporteure, j'aimerais revenir peut-être sur, j'ai identifié 3 points que vous avez abordés, sur lesquels j'aimerais vous entendre davantage. Le premier, concernant, et vous l'avez abordé tous les deux, c'est la multiplicité des intervenants, des acteurs en fait aujourd'hui. Est-ce que la problématique n'est pas plutôt la coordination de tous ces acteurs plutôt que la multiplicité, parce qu'on est quand même nous sommes sur des champs quand même assez complexes. Donc, est-ce que le sujet, ce n'est pas plutôt la coordination, ou alors, est-ce que, et vous avez peut-être déjà poussé une réflexion là-dessus, et si vous pouviez nous en faire part, ce serait intéressant. Est-ce qu'il faut aller sur 1, 2 acteurs, alors un acteur unique ou une porte d'entrée unique qui permettrait en tout cas d'être plus efficace dans cette prise en charge. La deuxième, c'est vous, Monsieur Perinet-Marquet, qui l'avait abordé aussi, mais Monsieur Roux, je crois que vous l'avez dit, mais de façon peut-être un peu différente. Le point porte sur l'origine de ces copropriétés en difficulté. Vous dites clairement que la gouvernance n'est pas en fait aujourd'hui à l'origine de ces difficultés, mais plutôt des copropriétaires en difficulté. Et c'est un peu le sens finalement aussi de cette audition. Est-ce que la gouvernance dans ces situations-là n'est pas... est-ce qu'elle permet quand même, ou est-ce qu'elle est aujourd'hui la façon dont elle est pensée, elle est optimale dans la façon de gérer ces copropriétés, ou en tout cas d'aider ces copropriétés pour leur redressement. Donc j'ai bien compris que ce n'était pas la cause, mais ma question claire, c'est qu'aujourd'hui, pour ces copropriétés, en tout cas pour le redressement, est-ce que la gouvernance peut être une solution telle qu'elle est pensée aujourd'hui, ou alors peut-être la façon dont il faut la penser justement demain. Et puis, dernier sujet, il y en a bien d'autres, mais concernant, et je l'ai dit dans mes propos introductifs, avec ce point d'attention que nous avons sur les petites copropriétés, celles d'ailleurs qui ne sont pas forcément enregistrées dans le registre national d'immatriculation. Est-ce qu'à aujourd'hui, nous disposons des outils législatifs pour pouvoir gérer ces copropriétés? Est-ce qu'il faut penser une distinction dans la prise en charge, dans l'accompagnement de ces petites copropriétés? Merci. Écoutez, donc il y a 3 questions. Sur la question de l'acteur, enfin des acteurs, est-ce qu'il faudrait restreindre leur nombre? Est-ce qu'il faudrait mieux les coordonner? Je pense qu'il y a besoin d'une réflexion à partir justement de l'acquis de la réforme, quand elle sera votée bien sûr, et de son expérience sur le terrain. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y en a peut-être beaucoup, voilà, mais qui effectivement ont des rôles différents. Mais il y a des cas où on se pose vraiment la question, et
Jean-Marc Roux l'a bien dit sur le syndic d'intérêt collectif. Franchement, on se pose des questions et quand je lis l'article 18.3 tel qu'il va être voté, le syndic d'intérêt collectif est présumé compétent pour gérer les copropriétés pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné. Donc il est présumé compétent. D'accord? Donc c'est une catégorie particulière de syndic qui a une compétence particulière pour gérer une catégorie particulière de copropriété. Mais est-ce que ça veut dire qu'il remplace le syndic actuel? C'est dit nulle part. Et ce n'est pas dit dans les articles 29.1. Et je pense que c'est une question que tout le monde se pose. Donc, vous voyez, c'est ce genre de petites questions où je crois qu'il faudra un peu affiner la réflexion en se disant, est-ce que vraiment il y a besoin de deux syndics, un qui est l'intérêt collectif et puis un autre qui est plus l'intérêt collectif. Et en plus, si l'intérêt collectif il est compétent pour, ça veut dire à contrario que si l'autre n'a pas cette qualification, il n'est pas compétent. Donc il s'en va. Enfin, je veux dire, il faut être assez logique ici. Donc voilà. Et puis, il y a effectivement des stades un peu différents. Et j'en arrive à votre deuxième question. C'est la question de la gouvernance. Effectivement, la gouvernance de la copropriété, elle est faite pour des copropriétés, je dirais, classiques, qui ne sont pas en difficulté permanente. Mais on a dans la loi, à mon avis, tout ce qu'il faut pour gouverner des copropriétés en difficulté. Finalement, qu'est-ce qu'on a prévu? On a prévu qu'il va y avoir un homme fort de la copropriété. Une espèce de petit, j'ose pas dire dictateur parce que c'est plutôt mal vu aujourd'hui, mais enfin ça revient à ça, qui va prendre les pouvoirs du syndic, qui va prendre les pouvoirs de l'Assemblée générale ou quasiment tous, les pouvoirs du conseil syndical. Bon, c'est quelqu'un qui est adapté. Donc est-ce qu'il faut qu'il intervienne plus tôt et est-ce qu'il faudrait que ce mode de gestion avec un homme fort intervienne plus tôt? C'est après la question de la démocratie en copropriété aussi qui se pose. C'est-à-dire, si on le fait intervenir très tôt, ça veut dire qu'on enlève tout pouvoir aux copropriétaires, ils le prendront peut-être un peu mal. Donc là, il y a des questions d'équilibre qui sont très délicates. Voilà. Mais je pense que, je dirais que dans la loi actuelle, surtout après les réformes que vous avez faites, je ne vois pas de problème de gouvernance qui ne soit pas susceptible d'être résolu d'une manière ou d'une autre. Mais la gouvernance ne fera jamais que les copropriétaires qui n'ont pas d'argent en auront. Et donc, même un homme fort, alors bien sûr, il va pouvoir suspendre les dettes, etc. Mais enfin, il y a un moment où s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et alors, comment on fait? Et si les gens ne payent pas leurs charges, il faut bien voir que la limite ultime, c'est la vente de l'eau aux enchères. Mais socialement, c'est quand même compliqué. Et on ne peut pas aller facilement jusque-là. Donc, voilà. Et puis, la troisième question sur les petites copropriétés, il y a eu quand même dans la réforme de 2019 une modification, enfin non pas une modification, une création de textes spécifiques pour les copropriétés de 2 copropriétaires, les copropriétés de moins de 5, enfin de 5 jusqu'à 5. Bon, je n'ai pas le sentiment que ça donne lieu à des difficultés. Enfin, je veux dire, on n'a pas eu de remontée en tous les cas au CNTGI là-dessus, de difficultés particulières, mais peut-être que Jean-Marc Roux a lui des exemples puisqu'il il est l'avocat de pas mal de copropriétés. Merci beaucoup, Monsieur Roux. Oui, alors je reprendrai rapidement certaines questions, alors sans aller justement sur des pistes qu'a déjà évoquées Perrine Marquet. Pour l'acteur unique, c'est amusant parce que lorsque j'ai vu les questions que vous m'avez adressées, notamment la question de l'acteur unique, il y a un terme qui m'est venu, que j'avais évoqué, que je voulais évoquer avec vous, et vous en avez parlé avant moi, c'est la coordination. Effectivement, l'acteur unique, alors si on devait parler d'un acteur unique, celui qui devrait être a priori au centre du redressement de la copropriété, d'après les textes actuels, c'est effectivement l'administrateur provisoire, qui se verrait ensuite confier des missions de coordination avec les différents autres acteurs, les acteurs publics, le maire, le président de l'EPCI, le représentant de l'État dans le département, l'ANA, ceux qui vont attribuer les subventions, les créanciers, etc. Donc, ce serait lui qui ferait en sorte de créer le lien entre tous ceux qui sont concernés directement ou indirectement par
une copropriété en difficulté sur un territoire donné. La coordination me semble primordiale. C'est-à-dire que les textes devraient pouvoir être en mesure d'être les différentes facettes d'une même mission, d'un même objectif qui est le redressement des copropriétés en difficulté. On évoquait tout à l'heure la pluralité des textes et le fait qu'ils soient situés dans différentes sources, le CCH, le Code de la santé publique parfois, le Code de l'urbanisme, la loi de 65. Bien entendu, ces textes-là émanent de différents ministères avec également des préoccupations qui leur sont propres, mais il faudrait pouvoir faire en sorte de coordonner là également les textes pour que les acteurs eux-mêmes puissent se coordonner. Ça, c'est la remarque que je pouvais faire s'agissant de l'acteur unique. S'agissant des origines des difficultés, alors là aussi, j'aurais tendance à distinguer deux types de copropriétés. Les copropriétés dégradées, celles qui font principalement l'objet du texte que vous portez, puisque là, on a un problème effectivement de façon récurrente de charges de copropriété, de paiement des charges, également des intérêts de certains copropriétaires qui vont être des copropriétaires non occupants, qui ne vont pas aller aux assemblées générales, qui vont faire en sorte de ne pas voter les travaux, faire ce constat-là, ça me semble important parce qu'à côté, il y a d'autres copropriétés que j'appellerais des copropriétés, entre guillemets, simplement en difficulté. C'est-à-dire des copropriétés qui ne peuvent pas fonctionner à raison de problématiques autres que le non-paiement des charges de copropriété. Et contrairement à ce qu'on pense, il y en a beaucoup et pas mal de syndicats de copropriétaires qui font l'objet de mesures au titre de l'article 29.1 sont des copropriétés dans lesquelles il n'y a pas de problème financier. Il y a des problèmes, alors, soit de gouvernance, soit des problèmes qui sont liés à la dimension de la copropriété, en ce sens que pendant des années, on a créé des copropriétés avec parfois plusieurs dizaines de bâtiments. On a en France, il faut le savoir, parmi les plus grandes copropriétés d'Europe. La plus grande copropriété d'Europe a, je crois, 278 bâtiments. Donc, gérer ces ensembles immobiliers, tels qu'on les appelle, paraît difficile. Et dès qu'il y a une problématique qui va se poser pour certains des bâtiments, c'est quelque chose qui peut faire tache d'huile et toucher d'autres bâtiments, puisque on va affecter les travaux, les dépenses, les budgets qui vont être votés au sein de ces copropriétés. Peut-être aussi le montage juridique, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement eu le désir dès le départ d'instaurer les bons réflexes avec, j'en reparle, des syndicats secondaires, avec des parties communes spéciales qui vont pouvoir faire l'objet de décisions spécifiques, avec des charges spécifiques. L'introduction également de ce syndicat des copropriétaires dans une organisation plus importante, je pense notamment à l'ASL, qui va parfois, je le vois, être à l'origine de certaines difficultés éprouvées par le syndicat des copropriétaires. Alors, la gouvernance, effectivement, il y a la gouvernance de copropriété en difficulté et la gouvernance qui conduit à une copropriété en difficulté. Alors, effectivement, comme le disait Perrine Marquet, la gouvernance d'une copropriété en difficulté, les articles 29.1 et suivants de la loi 65, me paraissent tout à fait adaptés, sous réserve des remarques que j'ai pu faire ou des propositions qu'ont pu faire d'autres personnes sur ce point. S'agissant de la gouvernance qui va parfois mener à la copropriété en difficulté, puisqu'on évoque les origines des difficultés, ce sont toujours les mêmes aspects qui vont revenir. On en a déjà plus ou moins parlé. Votre commission a déjà entendu certaines personnes évoquer aussi les difficultés, notamment liées à l'absentéisme. Cette volonté également pour les propriétaires d'agir comme s'ils étaient copropriétaires, d'agir comme s'ils étaient propriétaires. Ils sont propriétaires avant d'être copropriétaires. Il y a cette notion d'intérêt général qui parfois va échapper volontairement ou involontairement à certaines personnes. L'Assemblée générale devrait être l'endroit où vont se décider les mesures qui vont permettre à une copropriété d'aller bien. Je me souviens d'une expression qui avait été utilisée par le rapporteur de la loi de 1965, qui disait que les difficultés et les décisions en copropriété devaient être prises autour du tapis vert, en assemblée générale, autour d'une table, visant à discuter. Cette notion-là me semble, en tout cas pour plusieurs copropriétés, perdue, et faire en sorte que cette assemblée générale retrouve son rôle initial, faire en sorte que chacun décide. On évoquait le terme de démocratie tout à l'heure, c'est une chose qui pourrait être
à l'ordre du jour aussi, redonner à l'Assemblée générale le pouvoir qu'elle a à l'origine. Alors, on a utilisé différents moyens, l'abaissement des majorités, les différents types de passerelles permettant d'aller d'une majorité à l'autre. Il y a un certain nombre de remèdes, mais je pense que ça fait partie des problématiques liées à certaines copropriétés. Puis, pour terminer, Périnée Marquet l'a dit, pour les petites copropriétés, oui, alors on a deux types de petites copropriétés, ce que la loi appelle les petites copropriétés, c'est-à-dire les copropriétés dans lesquelles il y a 5 lots principaux, je résume, ou avec un budget prévisionnel moyen inférieur à 15 000 € sur 3 exercices consécutifs. Là, on a assoupli les règles en la matière. Une assemblée générale n'est pas toujours nécessaire pour prendre les décisions au sein de ces petites copropriétés. On allège le formalisme très lourd, impératif des assemblées générales de copropriété. Et puis, il y a les copropriétés, ce qu'on appelle les micro-copropriétés. Ça n'est pas dans la loi, c'est une expression pour viser les copropriétés à deux. Les copropriétés à 2 personnes qui font parfois l'objet d'administration provisoire. Là, pas seulement parce qu'il y a des difficultés financières, mais faire en sorte que ces copropriétés-là soient gérées plus facilement. Et deux remarques là-dessus. L'ordonnance de 2019 qui évoquait Périnée Marquet a permis d'abord de faire en sorte de lever un écueil qui existait depuis le départ pour les copropriétés à 2. C'est le fait que le copropriétaire qui avait le plus de tantièmes, le copropriétaire qu'on appelle majoritaire, devait faire en sorte de voir ses voix limitées au total des voix de l'autre. Ça, c'est l'application du droit commun de la copropriété. Mais en copropriété à 2, ça voulait dire que, comme chacun avait le même nombre de voix, toutes les décisions devaient être votées à l'unanimité, y compris les décisions de gestion courante. Ça, on l'a éliminé, on l'a écarté par le régime particulier des copropriétés à 2. Et puis, aspect non négligeable aussi, depuis l'ordonnance de 2019, on a importé, en quelque sorte, certains articles du régime de l'indivision du Code civil au sein des copropriétés à 2. Ce qui a un objectif et ce qui a un résultat intéressant qu'on n'a pas dans les autres copropriétés. Dans la plupart des hypothèses, c'est le recours au juge. Si l'autre ne prend pas une décision, si l'autre refuse de prendre une décision, je peux aller voir le juge pour qu'il m'autorise à prendre la décision, que le juge prenne la décision lui-même. Et là, ça me permet également de penser que c'est lever le verrou de situations de blocage qui conduisent de temps en temps à une copropriété en difficulté. Merci beaucoup. 1 minute, pas plus, pour ne pas grignoter le temps de parole de Madame la rapporteure, parce que vous êtes revenu quand même à plusieurs reprises sur le syndic d'intérêt collectif. Et vos questions mettent le doigt sur donc une réalité, c'est le manque de clarté en tout cas pour vous sur le sujet. Juste vous dire, et je vais le dire de façon, excusez-moi, on aura certainement l'occasion d'en reparler dans un autre cadre, que la façon dont on l'a pensé et posé en fait dans le texte est plutôt vu comme un syndic qui a une compétence spécifique, mais qui répond exactement aux mêmes règles du jeu que les autres syndics. Je vais le dire de cette façon, de la façon très simple, mais avec, et c'est reparti, d'ailleurs c'était une demande plutôt d'élus, et qui partait d'un constat qui était de dire que dans des copropriétés en difficulté, on a besoin d'avoir des syndics avec des compétences quand même spécifiques et des informations, un niveau d'information spécifique. Et donc il était intéressant d'identifier des syndics qui pouvaient avoir et qui étaient identifiés comme voilà, un vivier, en tout cas des syndics qui avaient cette compétence, encore une fois, et donc de mettre en place un vivier que nous pouvions porter à la connaissance, notamment d'élus et de différents acteurs. Donc voilà la façon dont ça a été pensé, donc exactement avec les mêmes règles du jeu aujourd'hui posées pour les syndics. Je m'arrête là, et j'en suis désolée, mais ça me paraissait important quand même de le préciser, parce que j'ai bien compris que, et donc ça nécessitera en effet certainement de clarifier encore ce sujet. Merci. Merci messieurs pour cet échange très riche, et je pense que à la lumière de votre présentation, enfin de votre contribution, ça permet de confirmer en effet, et vous avez employé des mots très forts, que la bombe sociale, le mur de la dette, tout ce qui était déjà des alertes il y a 10 ans avec les rapports d'Ilin ou du président de l'ANA, on continue à avancer dans cette, hélas, cette perspective en tout cas de mise à jour d'une situation de paupérisation et de forte aggravation des copropriétés, en plus dans une crise de logement qui ne laisse plus presque que ce refuge à ceux qui ne trouvent, hélas, plus d'autres moyens de se loger avec
Donc je pense que voilà, les alertes à l'époque, hélas, n'avaient peut-être pas été assez entendues et qu'aujourd'hui, l'accélération est extrêmement voilà, d'une réelle gravité. Moi, je voulais vous demander, sur quelques points, attirer l'attention sur quelques points. On parlait de démocratie, de gouvernance. Moi, je m'interroge sur la place des locataires. À un moment donné, dans les copropriétés, où est leur place? Comment elle peut être leur place? Parce qu'on parle de démocratie, on fait du commun, on parle de partie commune, on fait du commun. La copropriété, c'est essayer de travailler sur du commun, et pour autant, leur place reste secondaire. Donc, comment est-ce qu'à un moment donné, on donne sa place aux locataires qui habitent, qui vivent et qui ont certainement une contribution à apporter pour donner un peu de vitalité à la démocratie? Est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'au droit de vote en Assemblée générale avec le mandat de leur propriétaire bailleur? Enfin, en tout cas, comment on pose cette question-là? Et est-ce que également, alors je ne sais pas, est-ce que c'est une proposition qui pourrait être que le locataire paye directement ses charges au syndic sans passer par son propriétaire bailleur, qui est peut-être un propriétaire indélicat et qui, dans ce cas-là, ce qui permettrait de ne pas creuser les difficultés financières de la copro. Ça, c'est sur la question des locataires. Sur la question des syndics, il y a à un moment donné eu une évolution de la loi pour encadrer financièrement les prestations des syndics. Est-ce que ça vous semble quelque chose qu'il faut poursuivre sur d'autres actes pris par les syndics pour encadrer? Est-ce que ça permet d'assainir un petit peu des abus qu'il peut y avoir? Est-ce que c'est de nature aussi à restaurer un peu la confiance dans le dialogue entre les syndics et les copropriétaires au moment où ils choisissent leur syndic, ou en tout cas sur la mise en concurrence qui peut être faite? Donc cet encadrement des actes, cet encadrement financier des actes, ou y compris l'encadrement de la durée des procédures. Est-ce que, notamment sur la question des impayés, des mises en demeure, pour que ce ne soient pas des procédures qui traînent en longueur et qui ne fassent qu'aggraver les difficultés de la copro? Et enfin, dernière question, sur les marchands de sommeil. Donc en effet, les marchands de sommeil sont déjà attirés par les copros en difficulté, et on vous l'avait dit d'ailleurs, et ils contribuent à un phénomène d'aggravation. Est-ce qu'aujourd'hui, pour aller plus loin, il peut être envisagé l'interdiction, d'ailleurs, interdire d'acheter de nouveaux biens dans la copro, de nouveaux lots, à tout débiteur marchand de sommeil ou propriétaire propriétaire bailleur, qui est déjà endetté dans la copro? Comment est-ce qu'à un moment donné, on met un terme, on pose un stop à une situation d'achat de biens dans la copro alors que le propriétaire est déjà endetté? Comment est-ce qu'on contrôle cette question-là? Je vous remercie. Je réponds en premier. Je vous en prie, M. Perinet-Marquet. Donc, sur la place des locataires, je dirais que on n'est évidemment pas ici directement dans la question des copropriétés en difficulté, puisque par hypothèse, ce ne sont pas les locataires qui payent les charges. Enfin, ils payent les charges aux propriétaires, mais c'est le copropriétaire qui paye. Donc, c'est une démarche un peu latérale par rapport à la question posée. Et c'est une question de savoir est-ce qu'on choisit pour les locataires d'avoir une assemblée dans laquelle ils pourraient retrouver les copropriétaires ou qui participent à certains aspects de l'assemblée générale. Bon, juridiquement, c'est un choix, je dirais ici, politique. Le risque est bien sûr toujours d'avoir une multiplication des assemblées. Ça peut être aussi une richesse. Donc, il faut bien calibrer les choses. Leur donner le droit de vote, c'est peut-être quand même ici aller un peu loin, parce que jusqu'ici, la copropriété est en quelque sorte censitaire, c'est-à-dire qu'on a le droit de vote ceux qui payent. Donc là, on donnerait le droit de vote à certains qui ne payent pas. J'ai un peu peur que quand même, justement, le fait de payer quand on vote, on prend exactement en compte
les risques, l'endettement qu'on va avoir, c'est peut-être un peu différent quand on ne paye pas. Donc ça, c'est un choix politique, mais il faut quand même faire attention où est-ce qu'on met le curseur pour ne pas tomber dans un système où les décisions pourraient être prises par des gens qui n'en assumeraient pas par la suite les conséquences. Je pense que ce serait assez mal vécu dans les copropriétés. Déjà, l'ambiance n'y est pas toujours très bonne. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut une démarche participative améliorée. Il faut donc que si les locataires viennent dans cette démarche participative, elle soit vue comme un élément d'amélioration et pas comme un élément de perturbation. Voilà la réponse que je pourrais faire. Alors, sur la question de savoir si on pourrait encadrer les procédures, souvent, si on va jusqu'au bout des procédures, c'est des procédures judiciaires. Donc c'est assez difficile d'encadrer ici la durée dans laquelle la procédure judiciaire s'enclenche. Alors bien sûr, on l'a fait dans une certaine mesure en droit de l'urbanisme pour les recours contre le permis de construire, mais c'est devant le juge administratif. Je ne suis pas sûr que ce soit ici tout à fait possible. Alors est-ce qu'on peut améliorer l'efficacité de ces procédures? Sans doute, mais je ne pense pas que ce soit en imposant en la matière des délais particuliers. Je n'y crois personnellement pas, mais Jean-Marc Roux, qui est avocat, a peut-être là-dessus des opinions plus intéressantes que les miennes. Voilà. Et puis sur les marchands de sommeil, il y a déjà une limitation de leur possibilité d'acheter des lots de copropriété lorsqu'ils sont endettés. Ça existe déjà. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Après, toute la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un marchand de sommeil? Et en fait, le marchand de sommeil, c'est quelqu'un qui a été condamné comme. C'est soit quelqu'un qui est endetté, mais dans la copropriété, parce que ça paraît difficile d'aller demander à toutes les copropriétés de France si monsieur un tel qui va acheter un lot est déjà endetté dans sa copropriété. Enfin, et donc, on va avoir la condamnation pénale. Mais c'est souvent trop tard, parce que je dirais, une fois que le marchand de sommeil est condamné pénalement, il est souvent beaucoup moins prédateur, parce que quand même, il se méfie et il fait faire le sale travail par d'autres. Il prend des prête-noms. Donc, il ne faut pas avoir pas espérer trop de choses de cela. Il ne faut pas non plus que toutes les ventes soient compliquées par des procédures pour quand même, il faut bien voir que la question des marchands de sommeil se pose dans des copropriétés en difficulté, dans des lieux très particuliers. Et il y a aujourd'hui 900 000 ventes d'immobilier en France. Combien seraient concernés par cette question des marchands de sommeil? Et on ne peut pas, je crois, ralentir ou complexifier 900 000 ventes pour 500 ou 1000 cas. Enfin, je dis 1000, c'est un chiffre approximatif. Voilà, donc ma réponse. Merci. Avant de donner la parole à mes collègues qui ont aussi des questions, Monsieur Roux. Oui, je voudrais compléter mon propos. Alors, une précision, je ne suis pas avocat. Je suis enseignant à la faculté. Alors, s'agissant du locataire, la place du locataire, il y a plusieurs pistes. On a d'abord une piste qui a été choisie de mémoire, c'était au lendemain de la loi ALUR, c'est le fait que les locataires, en tout cas on parlait des occupants de l'immeuble, étaient avertis des décisions qui ont été votées en Assemblée générale parce que le syndic a l'obligation d'afficher dans les parties communes le procès-verbal des décisions de la dernière Assemblée générale. Aller plus loin, alors pour le paiement des charges, ça va me sembler difficile, dans la mesure où, Luc Perrinet-Marquet l'a dit, il s'agit d'une question qui est liée, et d'une obligation qui est liée à la qualité de copropriétaire. Il n'y a pas de lien de droit direct entre le syndicat des copropriétaires et les locataires. Donc ça va me sembler assez difficile de dire à des locataires de payer les charges de copropriété directement à une personne avec laquelle il n'a pas de lien juridique. En revanche, pour les assemblées générales, pour revenir sur cette question d'assemblée générale, il y a quelque chose qu'on pourrait indiquer, c'est que le locataire a l'accès à l'assemblée générale. Il a le droit d'accéder à l'assemblée générale. À l'heure actuelle, ce n'est pas vrai. À l'heure actuelle, ça n'est pas possible. Il faut savoir que les copropriétaires ont la possibilité de refuser l'accès à l'assemblée générale à quelqu'un qui n'est pas copropriétaire, et donc notamment un locataire.
On admet, on va faire en sorte de dire oui, je vous autorise à venir dans cette assemblée générale qui est un lieu privé, mais uniquement si on en exprime l'accord. Aller plus loin que le droit d'accès à l'assemblée générale et faire en sorte de voter, alors en pratique, c'est déjà possible. C'est déjà possible à travers un mandat. Le copropriétaire peut donner mandat à son locataire pour voter à sa place à l'assemblée générale. Sauf qu'en pratique, on va le faire rarement, dans la mesure où le locataire peut très bien imaginer voter des décisions dont il ne va pas assumer la charge financière. Donc c'est la raison pour laquelle souvent le bailleur ne va pas lui confier le mandat, mais juridiquement, un locataire peut parfaitement aller à l'assemblée générale muni du mandat de la part du propriétaire bailleur. S'agissant du syndic, alors vous évoquiez le syndic de copropriété, les prestations, l'encadrement de la profession de syndic. Est-ce que c'est quelque chose qui doit encore aller au-delà de ce qui existe aujourd'hui? La loi Allure en a fait beaucoup déjà, peut-être trop, puisqu'on a un contrat de syndic qui doit être respecté et les dispositions de ce contrat sont impératives. On a multiplié par 3 ou 4 déjà les missions du syndic de copropriété, les missions qui pèsent sur un syndic. Si vous regardez l'article le plus long de la loi 65, qui comprend plusieurs dizaines d'alinéas, c'est l'article 18 qui concerne les missions du syndic. Est-ce qu'on va leur demander un effort supplémentaire encore, en sachant que de notre côté, il y a une volonté directe ou indirecte des pouvoirs publics d'encadrer la rémunération des syndics? Il ne peut demander d'honoraires supplémentaires que dans des cas limitativement prévus par les textes. Aller au-delà encore et augmenter les règles relatives à la mise en concurrence, la loi Allure a essayé de le faire, on est revenu en arrière parce que dans beaucoup d'hypothèses, les copropriétaires sont satisfaits de leur syndic et régulièrement, ils ne vont pas demander une mise en concurrence du contrat syndic. Ils ne le font que si, justement, il y a un reproche à faire au syndic. Mais ce n'est pas la grande majorité, d'après ce que j'ai compris, des syndics de copropriété. La durée des procédures, Hugues Perrinet-Marquet en a parlé. On a aujourd'hui la procédure accélérée au fond qui a été introduite pour le paiement des arriérés de charges de copropriété, ce qui permet d'obtenir des décisions de la part du président du tribunal judiciaire assez rapidement. Pour les marchands de sommeil, on a évoqué la question, je n'ai rien de plus à signaler. La loi Allure a déjà posé 2 limites de procédure de contrôle, l'instauration d'une consultation systématique du casier judiciaire pour les biens et usages d'habitation et l'interrogation systématique du notaire à l'égard du syndic de copropriété afin de savoir s'il est déjà copropriétaire d'un immeuble et s'il est à jour de ses charges. Je résume, c'est à peu près ça. Donc, pour les mesures que vous évoquez, certaines sont déjà en pratique utilisées par des biais qui sont dans le cadre de la loi 65. D'autres, en revanche, me sembleraient amener un bouleversement du paysage juridique de la copropriété. Est-ce que c'est une direction dans laquelle aller? Ça me semblerait difficile en tout cas. Merci beaucoup. Alors, 2 questions. Alors, peut-être également le sénateur Buis, je ne sais pas si tu as une question. Donc, David Ross, je t'en prie. Et puis, Rémi Cardon, je vous propose de poser vos questions successivement. Merci. Merci. Pardonnez-moi, mais on ne vous entend pas. Oui, c'est mieux que le micro, parce qu'en plus, comme j'ai une voix un peu faible. Donc je disais merci pour vos différents éléments et j'ai une première question qui est un peu dans la continuité de ce qu'a évoqué la présidente sénatrice Amel Gacquer qui concerne la taille des copropriétés. Moi il se trouve qu'en Essonne il y a 2 villes importantes qui ont ce genre de sujet, c'est la ville de Grigny et la ville d'Épinay-sous-Sénard avec des tailles totalement différentes, donc des problèmes importants mais pas de même nature. Est-ce que dans le cadre législatif, vous pensez qu'il serait approprié d'avoir une différenciation en fonction de la taille des copropriétés pour être plus à même de résoudre les différents problèmes? Et la deuxième question, elle est aussi sur, ça a été évoqué par M. Perrinet-Marquet, sur le fait que souvent les difficultés viennent de gens qui étaient eux-mêmes déjà en difficulté. Est-ce que vous estimez que, rétrospectivement, en amont, il y a eu suffisamment d'informations vis-à-vis de ceux qui ont permis aux gens d'acheter? Et est-ce qu'il y a une responsabilité de leur part dans les situations dans lesquelles ils se trouvent et donc qui a un impact sur la copropriété? Dans la continuité des propos de mon collègue, je poserai une question plutôt sur la rénovation thermique des copropriétés. Vous avez suivi comme moi l'actualité sur ce sujet qui a bouleversé à la fois le secteur
mais aussi les bénéficiaires des différentes aides. Juste, voilà, est-ce que vous, en tant que spécialiste du sujet des copropriétés, vous avez observé des éléments facilitateurs pour aller plus vite, le premier point qui ressort dans tous les articles de presse sur la rénovation thermique des copropriétés, c'est le mot lenteur, la lenteur de la décision, et aussi une difficulté pour le gouvernement aussi d'utiliser en fait l'argent qui est fléché pour en faire un maximum. En ce sens, qu'en est-il des accompagnateurs Rénov qui pourraient jouer un rôle de médiateur, de fédérateur? Parce qu'en fait, la difficulté, c'est de trouver une personne qui veut s'en emparer aussi pour faire le tour des popotes et de convaincre les autres. Enfin, il y a tout un travail et on voit bien, c'est un peu l'enjeu. Donc voilà, qu'est-ce qui serait à regarder dans les prochains mois là-dessus pour répondre présent? Parce que si je fais un comparatif, il y a en 2023, 2,7 milliards d'euros utilisés hors copro, et pour les copros, c'est 0,35 milliards d'euros. Donc c'est, voilà, peanuts par rapport à l'ampleur de l'enveloppe. Bon, sur la taille des copropriétés, c'est vrai qu'on a fait des monstres, je dirais à l'origine dans les années 70, avec des copropriétés de taille déraisonnable. Je crois qu'aujourd'hui, on fait quand même beaucoup plus d'attention. Et la solution, c'est précisément dans la loi, enfin dans la loi que vous avez votée, que vous allez voter, on l'a repris, hein, c'est la scission de copropriété, donc de détruire un peu ces grands ensembles. Alors ça a été déjà fait, on l'a fait à Montparnasse par exemple, hein, le ITMM, l'ensemble immobilier urbain de Montparnasse, qui était une copropriété unique, avec un nombre de lots considérable, a été divisé en volumes, avec 4 ou 5 volumes. Ça a été acté l'année dernière, et ça s'est pour l'instant pas trop mal passé. Et je pense que c'est la solution, c'est-à-dire revenir par des scissions de copropriété, alors soit volontaires, et là la majorité d'ailleurs pas si élevée que ça, soit qui est décidé par le juge, et dans les textes il y a tout ce qu'il faut. Donc je pense qu'il y a cette possibilité d'aller dans le bon sens. Sur les infos qui n'auraient pas été données aux copropriétaires, c'est difficile parce que je crois que les acteurs juridiques de l'époque ont donné les renseignements de l'époque qui étaient obligatoires, et ils n'en ont pas donné plus ni moins, quoi. Donc leur dire après coup, mais vous auriez dû penser que peut-être que les copropriétaires auraient des accidents de la vie qui ne leur permettraient pas de payer les charges, que les charges augmenteraient, que voilà, ça me paraît un peu difficile, mais c'est sûr que c'est je crois pour l'avenir en tous les cas, quelque chose auquel il faut réfléchir en disant bien aux copropriétaires, attention, vous n'êtes pas des locataires, vous avez des charges à payer, vous avez des décisions à prendre qui vont vous engager financièrement, faites bien attention à ça, et peut-être aussi se demander est-ce que vraiment la propriété est systématiquement à proposer à tout le monde. Enfin, on est dans un pays où on a plutôt plus de propriétaires que dans d'autres, et les pays où il y a moins de propriétaires, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, ne sont pas forcément les plus pauvres. Enfin, je veux dire, les gens n'y vivent pas forcément moins bien. Alors, sur la question de la rénovation thermique des copropriétés, est-ce que c'est un problème de gouvernance? Est-ce que c'est un problème... Je crois tout simplement que quand vous allez à l'Assemblée générale et que dans un immeuble haussmannien, vous dites, voilà, on va faire une étude, et l'étude va vous dire que le coût de la rénovation thermique des bâtiments pour mettre aux normes, et je ne parle pas pour mettre aux normes A ou B, hein, mais plutôt C ou D, c'est 500 000, 700 000, 800 000 euros. On comprend que les copropriétaires, dans une copropriété de 30 lots, se posent quand même quelques questions. Et donc, c'est humain, ils n'ont pas envie de sauter le pas, d'autant que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Contrairement à l'idée qu'on pourrait penser, si je rénove mon immeuble, je vais rentabiliser l'argent que j'ai mis.
Alors, quand je dis il n'y a pas de retour sur investissement, il doit y avoir un retour, mais sur des dizaines d'années, sur des dizaines d'années, en tous les cas, pas sur 10 ans, pas sur 20 ans. Et donc ça, c'est quand même difficile à vendre en disant, vous dépensez à fond perdu. Alors, vous allez peut-être être un peu mieux dans votre appartement, ça c'est sûr, parce qu'il sera mieux isolé. Vous dépenserez moins d'énergie, ça c'est vrai. Est-ce que vous aurez changé le climat? Je crois qu'il faut avoir, si on veut être honnête, il faut dire non, parce que quand même pas oublier que si tous les Français étaient vertueux en matière de logement, sachant que la France a 1% des émissions de gaz à effet de serre et que le bâtiment c'est 0,30, on supprimerait 0,30 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Par rapport à ce que les Chinois mettent dans l'atmosphère avec les usines à charbon, vous voyez que, bon, donc le dérèglement climatique, on risque de l'avoir toujours. Mais indépendamment de ça, sur les copropriétés, je crois qu'il y a ce problème-là. Il n'y a pas de retour sur investissement. Et donc, c'est très compliqué d'engager cette démarche sans rentrer dans une démarche un peu punitive en disant vous êtes obligé, vous n'avez pas le choix, il faut le faire. Et en plus, on voit bien qu'il y a des copropriétés dans lesquelles c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas faire d'isolation par extérieur. On est obligé de faire l'isolation par l'intérieur. Donc, à ce moment-là, non seulement vous allez dépenser pas mal d'argent, mais en plus, la valeur de votre appartement diminue parce que vous avez pris. Bon. Et je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas en la matière de valeur verte, mais qu'il y a une non-valeur brune. C'est-à-dire que rénover ne donnera pas de valeur aux appartements, mais ne pas rénover fera perdre de la valeur. Voilà. Mais donc, si vous ne donnez pas de valeur et si vous n'avez pas de retour sur investissement, on comprend que ce soit un peu compliqué et que les décisions collectives soient difficiles à prendre. Et qu'un jour, il faudra rentrer dans la contrainte de manière un peu pure et dure. Alors, dans les textes, il y a des choses qui pourraient aller dans ce sens-là. Voilà. Mais on n'en est pas là. Merci beaucoup. Monsieur Roux, quelques petites minutes pour répondre. Je vous remercie. Allez, je vais être bref. Je rebondis tout de suite sur la remarque de Hugues Perret-Marquet sur la rénovation thermique des copropriétés et pour répondre également à la question qui a été posée, à savoir que effectivement, ça me semble être, cette rénovation thermique, une source à l'avenir d'aggravation des copropriétés en difficulté. Puisque effectivement, il y a des aides. Effectivement, il y a une mobilisation des ressources avec différentes subventions qui vont être accordées par l'ANA ou par d'autres organismes, mais il s'avère que malgré ce qui a été mis en place dès l'origine, quand je dis l'origine, c'est quand on a pris le problème à bras-le-corps et qu'on l'a introduit dans la loi 65, c'est-à-dire le fonds de travaux, on a prévu une contribution au fonds de travaux qui est excessivement minime et qui est, la plupart du temps, on le voit en pratique, le minimum prévu par les textes, jamais au-delà de 5%, ou en tout cas très peu. Donc, facteur peut-être d'aggravation, monsieur tout à l'heure qui posait la question de la rénovation évoquait la lenteur, mais il y a un problème de calendrier aussi. Lenteur, oui, mais ça ne correspond pas au calendrier qui a été prévu par les textes, visant notamment à des interdictions qui vont venir assez rapidement de mise en location, par exemple. Donc, il y a ce hiatus entre ce qu'on peut faire en pratique, ce qu'on peut mobiliser actuellement, le calendrier de la rénovation thermique des bâtiments, les outils au service des copropriétés, à savoir le fonds de travaux, qui s'avère manifestement insuffisant, même s'il est devenu obligatoire, c'est vrai, puisque auparavant, on avait dans certaines copropriétés la possibilité de s'en dispenser. Et puis, pour moi, malheureusement, une source d'aggravation future dans le cadre de certaines copropriétés. Pour évoquer, là aussi rapidement, la taille des copropriétés, bon, Hugues Perret-Marquet l'a évoqué, je reprends aussi les termes du rapport de l'ANA qui a été publié en 2022, 89% de copropriétés comportent aujourd'hui moins de 50 lots principaux, alors qu'un seul pourcent des copropriétés comportent un nombre supérieur à 200 lots. Donc les grandes copropriétés sont excessivement minoritaires. Ce sont elles qui vont poser davantage de difficultés dans le cas de ce qu'on appelle les copropriétés dégradées, mais la taille de la copropriété a été prise en compte à un certain nombre d'époques par le législateur. Les copropriétés, en fonction du nombre de lots dans l'immeuble, vous avez des législations à tiroir qui étaient susceptibles de s'appliquer. Est-ce qu'il faut aller plus loin pour faire en sorte de dire que oui, on va avoir tel régime dérogatoire ou tel régime qui va
augmenter les contraintes dans les copropriétés de dimension importante. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. On a déjà, on pourrait appeler un tronc commun, un dispositif législatif qui est identique pour toutes les copropriétés en France, et ensuite une sorte d'arborescence de la législation en fonction, notamment, mais pas seulement, de la taille de la copropriété. Ça me semble aller ici dans le bon sens. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Je ne pense pas. Et pour terminer rapidement, l'information des copropriétaires, avec la responsabilisation également de ces copropriétaires. Alors, il faut savoir, vous savez que l'information a été un des maîtres mots de la loi ALUR. On a ce que les notaires appellent aujourd'hui le dossier ALUR qu'on va constituer, c'est-à-dire une masse de documents qui va être remis au candidat acquéreur au stade de l'avant-contrat qu'il va signer, mais peut-être trop. Peut-être trop, puisque on va noyer le candidat acquéreur dans des informations. Je pense que l'information devrait être pertinente, en ce sens qu'il ne s'agit pas de lui donner beaucoup d'informations, mais des informations qui doivent attirer son attention. Il y a peut-être aussi le rôle du notaire derrière pour faire en sorte d'attirer l'attention des copropriétaires sur certains aspects, sur certains renseignements qu'on va lui donner. Mais est-ce qu'il est raisonnable, je prends un cas concret qu'un notaire m'a exposé il y a quelques années, est-ce qu'il est raisonnable de remettre en format papier, aujourd'hui le format électronique est envisageable, 11 kg de documents à un candidat acquéreur en lui disant voilà les documents, voilà tous les renseignements que vous devez avoir pour l'achat de votre appartement. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que vous pensez véritablement qu'un copropriétaire lambda va étudier ces différents documents, 11 kg de documents qu'on va lui remettre? En revanche, ce qu'a prévu la loi ALUR et qui n'est toujours pas arrivé, moi j'attends ça depuis 10 ans, maintenant, presque 10 ans, c'est la notice d'information. Alors là, on parlait d'information des copropriétaires. Cette notice d'information qui est visée dans l'article L721.2 du CCH n'a pas encore vu le jour. On a prévu un arrêté. Un arrêté, c'est quand même pas très lourd à mettre en œuvre. Une notice d'information relative aux droits et aux obligations des copropriétaires. Une pédagogie des copropriétaires. Vous allez rentrer dans un syndicat des copropriétaires. Voilà son rôle, qui va être géré par un syndic. Les décisions sont prises en assemblée générale avec la participation d'un conseiller syndical. Vous serez amené à payer des charges et vous aurez un document qu'il faudra respecter, c'est un règlement de copropriété. Voilà grosso modo ce qu'il faudrait mettre dans la notice d'information. Voilà pour dire aux copropriétaires les règles du jeu. Vous rentrez en copropriété, je pense notamment aux primo-accédants. Voilà ce qu'il va falloir avoir conscience il faudra prendre en considération parce que vous achetez un immeuble soumis au statut de la copropriété. Et l'arrêté n'est toujours pas intervenu, ça fait 10 ans qu'on attend. Merci beaucoup. Alors, j'ai du mal à dire non, mais une micro-question. Je t'en prie, je compte sur toi pour que ce soit très court. Merci, Madame la Présidente. Un quart d'heure de retard. Hein. Merci. Merci, Madame la Présidente. Je promets, ça va être très court. C'est juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Parce que je m'en serais voulu de ne pas le faire. Donc Audrey Linkenheld, sénatrice du Nord, rapporteure de la loi ALUR en mars 2014. Et donc je me souviens très très bien de cette discussion autour de la notice d'information et je me souviens surtout qu'elle était là aussi pour finalement répondre à ce que vous disiez tous les deux, c'est-à-dire au fait qu'être copropriétaire ou propriétaire, ça ne s'improvise pas et que c'est bien plus complexe, voire plus dangereux que d'être propriétaire d'un autre produit ou bien. Et c'était une des raisons d'être de cette notice que d'essayer de faire prendre conscience, même si c'est jamais facile, à chacun de ce dans quoi il s'engage, quels que soient ses revenus d'ailleurs, en étant propriétaire ou copropriétaire. Donc j'ai bien noté que cet arrêt n'avait jamais été publié. Je pense que puisque les 10 ans de la loi ALUR, c'est la semaine prochaine, il serait intéressant qu'on puisse en profiter pour faire passer ce message et demander pourquoi effectivement un simple arrêté, hein, c'est pas un décret, c'est pas une loi, juste un arrêté, en 10 ans n'a pas pu être publié. Voilà, je m'en serais voulu de ne pas le dire, Madame la Présidente. Merci, c'était très bienvenu. Merci beaucoup pour la breveté de tes propos. Je vais finir par vous remercier grandement, en tout cas, pour toutes vos précieuses contributions, très riches en tout cas. Vous précisez, pour finir, que les travaux de cette commission d'enquête, bien sûr, prendront la forme d'un rapport qui sera publié avant le 31 juillet
février donc, de cette année. Encore merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Merci.